On va démarrer ces troisièmes plateaux de la Fondation Corian pour le bien vieillir. Cette série-là, cette soirée-là est dédiée à la problématique de l'activité physique adaptée. Vous verrez d'ailleurs que les mots ont toujours l'importance. Est-ce du sport? Est-ce de l'activité physique? Est-ce de l'activité physique adaptée? On verra, comme toujours, les termes veulent toujours dire des choses. Donc ce soir, on se retrouve autour de cette problématique-là, qui est à la fois une problématique qui concerne bien sûr le vieillissement, qui concerne d'ailleurs bien plus que le vieillissement, la question de la longévité, puisque c'est parce qu'on a envie de vieillir plus longtemps et en meilleure forme que cette problématique se pose. Puis l'autre élément extrêmement important, c'est que c'est aussi une autre manière que les solutions chimiques, médicamenteuses traditionnelles. C'est une autre manière de faire une activité, de prendre soin de soi ou de prendre soin des autres. C'est une autre manière de penser l'âge et de penser tous les âges, puisqu'après tout, l'activité physique adaptée, elle concerne les gens très âgés, mais elle concerne aussi des personnes beaucoup plus jeunes. Elle peut concerner des personnes qui sont dans des situations de difficulté, personnes handicapées ou autres. Voilà, elle concerne plein de gens, mais elle concerne aussi, normalement, vous et moi. Je ne donnerai pas de nom. J'ai senti en arrivant plusieurs fois des effluves de tabac, pour certains d'alcool. Il fait semblant de ne pas me regarder. Pour d'autres, c'était même des substances. Enfin voilà, plein de choses comme ça. En fin de compte, derrière, c'est l'idée plutôt de, finalement, sans rentrer dans l'hygiénisme, de se dire est-ce qu'il n'y a pas des comportements, des manières d'être qui, sans se forcer, qui, dans une logique aussi de plaisir, on y reviendra, permettent, en fin de compte, de vivre dans l'instant mieux et de vivre dans le futur mieux. Cette soirée, on va l'organiser comme sous. Il est parti. Comme souvent, on va l'organiser autour d'interventions, mais avant d'un petit film et puis de mise en perspective. Il y aura un petit film, il y aura Aude Letty, ici présente, qui est la déléguée générale de la Fondation Corian pour le bien vieillir, qui viendra mettre en perspective ce film et puis l'étude qui a été portée. Et puis ensuite, on fera une présentation, un débat avec plusieurs acteurs. Alors il y aura le docteur Aquino, qui est membre du conseil scientifique de la Fondation, qui est en même temps... Alors, si je dis en même temps, j'ai toujours l'impression de ressembler à un type bizarre. Enfin, voilà, qui en même... Je ne trouve pas d'autres termes. Voilà, donc, Dr Aquino, qui est un praticien, qui a produit un rapport extrêmement intéressant sur les enjeux autour de la prévention. Donc, il y aura cette personne-là. Il y aura Jean-Michel Ricard, qui est l'un des deux fondateurs, il y a maintenant 20 ans, de Ciel Bleu. Ciel Bleu, c'est un groupe associatif sur lequel on reviendra, qui, en fin de compte, ont été les premiers, ont été vraiment des pionniers autour de la question « Et si des gens qui, d'habitude, ne font pas d'activité physique, non pas parce qu'elles n'ont pas envie, mais parce que personne n'a pensé à leur proposer, et si ces personnes-là en faisaient ? Est-ce qu'en plus, ça ne ferait pas du bien ? À chaque fois, je suis embêté par ce truc-là. Troisième intervenant, ça sera le docteur Middleton, qui a porté un projet dans un centre d'établissement Corian, Sporian, sur lequel on reviendra aussi. Comment ça s'est fait, comment ça a fonctionné. C'est toujours pareil, hein, c'est l'idée de cette fondation, c'est à la fois de la réflexion et c'est de l'action. C'est ça la grande force, je trouve, de nos soirées, à la fois de nos soirées et de tous les autres événements et toutes les autres actions autour de la Fondation. C'est cette idée-là, de faire toujours du lien entre la recherche académique, entre de la réflexion et puis de l'action. C'est bien qu'il y ait de l'action, c'est bien qu'il y ait de la réflexion, c'est encore mieux quand l'un irrigue l'autre et inversement. Et puis ensuite, évidemment, un temps avec la salle, à la fois avec des témoignages d'autres personnes qui ont aussi expérimenté autrement ces activités-là, et puis par ailleurs vous, bien sûr, et puis alors à travers les réseaux sociaux, les Facebook, toutes ces choses-là sur lesquelles aussi ils interviendront. Et je crois me souvenir qu'il y a même un hashtag à utiliser qui doit être hashtag Fondation Corian. Hashtag Fondation Corian et hashtag Bien Vieillir. C'est génial. Donc on démarre. Alors on va démarrer avec un petit film, Aude, on est d'accord? Donc d'abord place aux images et puis ensuite on poursuit. Je précise aussi que Sophie Boissard, qui est retenue pour une interview, nous rejoindra et évidemment ensuite prendra le relais et fera une conclusion de cette troisième soirée. Donc à tout de suite, on regarde d'abord quelques images. On a été sollicité par le gérontopôle de Toulouse à travers le professeur Yves Roland pour participer justement à cette étude qui visait à comparer l'impact d'une activité physique versus une activité socialisante sur des résidents en EHPAD atteints de troubles de la maladie d'Alzheimer. Cette question de recherche, qui est de comparer une activité physique et une activité sociale, quelque chose de, bien entendu, d'assez nouveau. Et ce que l'on observe, qui est un peu une surprise,
c'est que dans un cas comme dans l'autre, on arrive à maintenir les performances physiques, les performances fonctionnelles de personnes âgées très diminuées, très fragiles, au sens où elles avaient des capacités de marche qui étaient tout de même déjà très restreintes. Et que ce soit dans l'activité physique comme dans l'activité sociale, on s'aperçoit, c'est un peu une surprise, qu'on obtient des résultats comparables avec une certaine stabilité de leur performance. Moi, j'ai trouvé très troublant, c'est cette entraide qu'ils pouvaient avoir entre eux, le fait de comparer des fois entre eux ce qu'ils avaient fait, etc. Et c'est des choses que dans le quotidien, dans l'établissement, on ne voit pas les résidents faire ça. Et là, il y avait cette attention à l'autre. Et je trouve que ça avait vraiment développé des liens privilégiés. Maintenant, je pense que vraiment l'intérêt, c'est ça, c'est que c'était des petits groupes et homogènes. Et quelquefois, il y a eu des soignants qui sont restés pour voir un peu ce qui s'y passait, parce que c'était une salle fermée, donc voilà. Et leur retour a été riche parce qu'ils ont changé de lunettes, en fait. Ils se sont rendus compte que la personne qu'ils pensaient ne plus forcément pouvoir faire certaines choses, et ben là, elle s'appliquait, elle faisait vraiment des tableaux. Et c'est vrai qu'à la fin de chaque séance, ils exprimaient qu'ils avaient passé un bon moment, qu'ils étaient heureux. Je pense que c'est pas l'activité en soi qui est importante, c'est vraiment ce retour à la considérer comme une personne en soi. Et c'est vraiment ce sentiment d'appartenance, d'importance aussi qui va leur permettre, je pense, de ne pas se dégrader. Je pense que effectivement c'est de la vie, c'est de l'émotion, c'est du bonheur, c'est apporter tout ce savoir-faire qui dépasse bien entendu celui du soin, où l'on veut améliorer des paramètres médicaux, somatiques. On est au-delà de ça. L'idée n'était pas de leur demander de se souvenir de quoi que ce soit, c'était à un moment donné, avec un crayon, ils pouvaient faire absolument ce qu'ils voulaient, pas forcément ce qui était attendu d'ailleurs. Et ça, je pense que ça a fabriqué de l'émotion et quelque part du bonheur, du plaisir, dont eux avaient pris la main. Merci. Alors voilà, hein, c'est en fait la énième démonstration que l'ami Descartes n'avait pas toujours vu juste et que l'ami Spinoza était quand même plus dans le vrai. C'est-à-dire que le corps il parle, le corps il pense, et inversement, on pense aussi avec le corps, on pense aussi manière dont on est dans l'espace. Et donc là, ce qu'il y avait derrière quand même, c'était cette question d'estime de soi, c'était cette question de lien avec les autres, et c'est aussi un mot bizarre qui est celui de se faire plaisir, quoi. Donc derrière, il y a tout ça. Donc on voit que derrière ce type d'enjeu, il y a quelque chose de bien plus majeur, qui est tout simplement le plaisir d'être là, le plaisir de se sentir encore dans le monde, avec les autres et avec soi-même. C'est se retrouver avec soi-même. Je crois que c'est vraiment un élément extrêmement important. Encore une fois, on pense avec son corps, on ne pense pas nécessairement hors de son corps, et on pense encore moins contre son corps. Je vais demander à Aude de bien vouloir me rejoindre, et puis là aussi de nous présenter donc l'étude qui a été la base de d'une grande partie de cette démarche, et qu'on revienne sur quelques éléments qui, en fin de compte, montrent les effets, avec un point d'interrogation, puisque il y a toujours deux manières. On se dit c'est comme ça, ou bien on se dit voyons voir si. Donc on pose des hypothèses et on regarde ce qu'elles rendent. Merci Serge. Bonsoir à tous et à toutes et à tous. Donc effectivement, on a choisi de débuter cette soirée en vous montrant les résultats qualitatifs de cette étude. On va rentrer dans le détail des résultats un peu plus scientifiques, puisque pour rien ne vous cacher, les résultats ont été une surprise par rapport à l'hypothèse qu'on avait émise au départ avec le Gérontopôle de Toulouse. Donc les objectifs de cette étude, c'était bien de voir quels étaient les effets de l'activité physique versus une activité sociale sur donc les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, et notamment les impacts sur leur capacité fonctionnelle. Alors je vous disais, pourquoi est-ce qu'on l'a comparé à des activités socialisantes? Parce que c'est rare qu'on ne propose rien aux résidents en EHPAD. Donc comparer un groupe qui ne fait rien, ça n'existe pas. Donc il fallait bien comparer avec un autre groupe. Donc c'est pour ça qu'on a choisi des activités un peu plus classiques, donc qui ont été proposées à ce groupe de résidents.
Donc rapidement, donc les acteurs de cette étude, donc ça a été mené avec l'équipe du professeur Yves Roland du Gérontopôle de Toulouse, et puis 8 établissements, 8 EHPAD du groupe Corian. Alors, l'objectif principal, je vous l'ai cité, je ne reviens pas. Donc, le critère principal a été regardé par rapport à donc, une échelle d'évaluation des capacités fonctionnelles qui est l'échelle ADCS. Et puis, on a également regardé un certain nombre d'objectifs secondaires, notamment les impacts sur les fonctions physiques, les fonctions cognitives, les troubles de comportement, la douleur, l'état nutritionnel, les prescriptions de médicaments, les hospitalisations, etc. etc. Voilà, donc rapidement le design de l'étude. Donc vous voyez que donc les établissements ont été séparés en 2 groupes. Donc 4 établissements et donc 70 résidents étaient dans le groupe exercice physique et 4 établissements et le même nombre de résidents dans le groupe activité sociale. Donc il y a donc une période de recrutement des patients. Donc on a respecté un protocole de recherche avec donc des critères d'inclusion, d'exclusion. On a recueilli le consentement des résidents participants. Voilà, donc une fois que ce recrutement a été réalisé, donc on a eu une période d'intervention qui a duré 6 mois. Et à la fin de cette période d'intervention, donc il y a eu une évaluation. Alors il y a eu une évaluation intermédiaire à 3 mois, puis une évaluation au bout de 6 mois. Donc à la fin des interventions, et on a regardé également ce qui se passait 6 mois après la fin des interventions, pour voir effectivement sur le temps si les effets s'estompaient ou pas. Alors, juste rapidement, donc, comment est-ce que ces activités se sont organisées ? Donc l'important, c'était qu'il y ait les mêmes organisations d'un groupe comme dans l'autre, que ce soit effectivement des activités récurrentes qui soient organisées selon le même protocole. Donc les activités physiques ont toutes été animées par le groupe Ciel Bleu, qui sera représenté aujourd'hui par son cofondateur, M. Ricard. Donc c'était, voilà, alors, les activités physiques étaient basées sur des ateliers de prévention des chutes, des activités pour maintenir l'équilibre notamment. Donc c'était des groupes de 3 à 8 personnes. Donc les séances avaient lieu 2 fois par semaine sur une durée de 60 minutes. Donc les interventions ont duré 6 mois. Donc idem pour les activités socialisantes. La seule différence, c'est qu'on n'avait pas la même entité intervenante dans les 4 groupes. Donc les activités proposées donc, étaient soit de la médiation musicale ou des arts plastiques, mais sinon on était sur le même schéma, c'est-à-dire des groupes homogènes de patients. Quand on parle de groupes homogènes de patients, ce sont des gens qui ont des capacités fonctionnelles à peu près similaires, donc 2 fois par semaine pendant 6 mois et donc 60 minutes par séance. Donc voilà les résultats scientifiques. Alors, je suis désolée, c'est un petit peu barbare tous ces schémas, mais c'est pas très grave, puisque ce qu'il faut en retenir, c'est que au niveau, donc après les 6 mois d'intervention, hein, ça c'est les résultats qui sont présentés aujourd'hui, c'est au terme des 6 mois. Donc sur toutes ces variables que sont la capacité fonctionnelle, donc qui est le premier schéma en haut, les fonctions physiques qui sont le D-schéma du milieu, les fonctions cognitives, la douleur et les troubles du comportement, et bien finalement entre le début et la fin de l'intervention, il n'y a pas de différence significative entre les 2 groupes. Ce qui veut dire que effectivement, peu importe l'activité physique ou sociale, il y a ceci dit quand même un certain maintien de ces capacités dans les 2 groupes. La réflexion que l'on s'est fait avec les équipes du professeur Roland, c'est que effectivement, on a tendance plutôt à observer un déclin de ces capacités, que ce soit les capacités fonctionnelles, les troubles physiques, les capacités cognitives. Or là, c'est vrai qu'il y a un maintien, peu importe l'activité, dans les 2 groupes. Donc ça, c'est vraiment l'enseignement principal qu'il faut retenir.
Alors après, si on regarde des variables, 2 autres variables qui étaient le statut nutritionnel et la diminution du nombre de chutes, là on observe, en fonction des groupes, des différences qui sont plus significatives, donc toujours au terme des 6 mois d'intervention. Alors pour l'activité sociale, on observe une amélioration du statut nutritionnel des résidents. Tandis que pour le groupe activité physique, on observe une diminution du nombre de chutes non graves et du nombre de résidents chuteurs. Alors c'est un peu petit, mais par exemple, dans le groupe activité physique, donc, il y a eu 8% de personnes chuteuses contre 18% dans le groupe activité sociale, donc ce sont quand même des différences assez notables, et donc 25 chutes non graves dans le groupe activité physique contre 36 dans le groupe activité sociale. Donc les conclusions, alors là ce qu'on vous présente, ce sont vraiment les conclusions intermédiaires au terme des 6 mois. On commence à avoir les conclusions après 6 mois d'arrêt des interventions. Ce que l'on observe, les premières tendances, notamment sur le groupe activité physique, c'est que plus les personnes ont adhéré au programme d'activité physique, c'est-à-dire plus elles ont fait de séances, plus elles conservent leur capacité fonctionnelle. Donc ça, c'est une tendance qui va se confirmer. Il y a un certain nombre d'articles scientifiques qui sont soit soumis, soit en cours de relecture, et qui vont paraître dans des journaux scientifiques américains, soit cette fin d'année ou en début d'année prochaine. Donc les principaux résultats, ce qu'il faut en retenir, c'est que donc on observe un ralentissement, une stabilisation du déclin fonctionnel et cognitif, peu importe les groupes, que l'activité physique se distingue donc par effectivement cette diminution des chutes non graves. Alors, on observe également, là aussi, au bout des 6 mois, alors des différences qui ne sont pas forcément significatives, mais qui peuvent être intéressantes sur un plan clinique, notamment sur l'évaluation des troubles neuropsychiatriques, parce qu'il y a une différence de 4 points entre les 2 groupes en faveur du groupe activité physique, et également au niveau du nombre de prescriptions de médicaments, une différence de 1,3 points, toujours en faveur du groupe activité physique. Et le grand enseignement, c'était ce qui est ressorti du film et du témoignage des soignants. C'est finalement ce qui compte. On n'est pas tant à la recherche de performance physique, c'est bien ce qui a été dit, mais vraiment que les personnes partagent un moment de convivialité, de plaisir, qu'il n'y ait pas justement cette notion de performance et qu'on soit sur des groupes homogènes, pour que personne ne se sente ni en échec ni en difficulté au cours de ces activités. Donc ça, c'était vraiment le message des soignants, ce qu'ils ont ressenti, peu importe les activités. Voilà, donc le partage d'une activité régulière dans une ambiance conviviale est plus important et bénéfique que la recherche constante de la performance, en tout cas pour ce type de population. Donc rapidement un petit point quand même, parce que c'était une étude pilote sur peu d'établissements, donc c'est intéressant de vous faire part des forces et des faiblesses de cette étude. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que c'est vrai que c'est quand même la première étude pilote qui portait sur des personnes résidentes en EHPAD et atteintes de troubles d'Alzheimer. C'est la première étude qui regardait les impacts d'une activité physique sur ce type de population. Donc c'est une étude qui a quand même duré 6 mois, donc c'est quand même une durée qui est importante pour ce type de protocole. Donc le protocole d'exercice physique était basé sur des preuves scientifiques, et effectivement on voit que les résultats sont encourageants pour réaliser une étude de plus grande ampleur. Donc avec effectivement un nombre d'inclusions plus importantes que ce qui a été fait dans le cadre de cette étude, puisque vous voyez, pour avoir une puissance d'au moins 90%, il faudrait 228 inclusions contre les 140 inclusions qui étaient prévues au protocole. Et effectivement, l'un des autres biais, si on peut dire, c'est que cette étude a été faite au sein d'établissements Corian, donc privés, et qui serait bien dans une étude plus importante de pouvoir mêler à la fois des établissements privés, publics et associatifs.
Voilà, donc il y a déjà eu une publication du protocole de l'étude, donc qui a été publié dans le excusez mon anglais, Contemporary Clinical Trials. Et il y a trois autres articles, pardon, qui devraient paraître d'ici le début de l'année prochaine. Je vous remercie. Merci beaucoup, Aude. Encore une fois, ce qu'il y a derrière, c'est bien la question du lien, c'est bien la question du plaisir, et on peut considérer qu'à partir d'un certain âge, on a le droit de penser à autre chose que la performance, et donc d'abord le lien avec les autres, la rencontre, l'échange, le plaisir, et ce qu'il y a derrière, c'est la nutrition. Il faut toujours rappeler, on déguste, certes pour vivre, mais on vit aussi pour déguster, et donc finalement, le repas, c'est d'abord du partage. Et c'est pas juste un élément comme ça qui serait uniquement biologique. Et puis l'activité physique. Vous voyez bien d'ailleurs les mots. Le sport peut intégrer cette notion de compétition. L'activité physique ou l'activité physique adaptée se sort d'une certaine manière de cette notion de compétition. Alors, on va poursuivre cette soirée, et j'ai demandé donc à nos 3 témoins de bien vouloir me rejoindre. Donc Jean-Michel Ricard, qui vient de Strasbourg, qui n'est pas venu en vélo. Il nous racontera pourquoi je parle de vélo. Le premier, le docteur Aquino, qui nous vient de moins loin, mais c'était sportif aussi, et donc qui va nous rejoindre. Et puis le docteur Middleton, qui vient aussi de moins loin que Strasbourg, mais pas tout près quand même, et qui n'est pas venu en vélo non plus, qui a pris le train, l'avion, le pédalo. Non, le train. Et donc, qui nous rejoint aussi sur l'estrade. Vous 3, pour déjà, prenez place. Vous 2 là, par exemple, et puis... Voilà. Alors, très rapidement, Alors, cette fois-ci, il n'y a que des hommes. Voilà, ça dépend. Dont... 2 qui quand même commencent à me faire concurrence sur l'aspect chevelure. Faites attention, ça peut mal se finir. Mais bon, là en revanche, là respect, là rien à dire. Alors j'ai demandé, donc je vous l'ai dit tout à l'heure dans les présentations, c'est aussi 3 regards, 3 personnes qui partagent pour le coup vraiment des valeurs autour de ces enjeux de prévention et qui chacun ont apporté quelque chose. Je vais commencer avec Jean-Michel Ricard. Jean-Michel Ricard, c'est l'un des 2 cofondateurs, il y a maintenant plus de 20 ans, de Ciel Bleu, une association qui est aujourd'hui un groupe associatif, et sur l'idée totalement improbable à l'époque de dire, mais si en fait des gens qui d'habitude ne sont pas sollicités sur l'aspect d'activité physique, de sport, si on leur proposait quelque chose autour de ça. Je vais proposer d'abord de revenir là-dessus, mais la vraie raison pour laquelle il a fait ça, c'est qu'il ne s'imaginait pas faire pendant 40 ans être prof de sport dans un collège. En fait, c'est ça qui t'a fait très très peur. Ils se sont dit, si on faisait autre chose. Et cette autre chose, ça a été, et là je propose de raconter d'abord très rapidement la genèse de Ciel Bleu. Bonjour à toutes et à tous. Merci Serge. Pour les cheveux, on va essayer d'y aller, mais on va arriver à un moment ou à un autre. Déjà, par rapport à la petite anecdote en vélo, Ciel Bleu a fêté ses 20 ans au mois de septembre, il y a 2 mois. Et pour ces 20 ans, et pour promouvoir notre message, la santé par l'activité physique ouverte à tous, avec un principe assez simple, c'est que rester en bonne santé, ça doit rester un droit et pas devenir un luxe. Et qu'avec cette activité, on pense que ça peut permettre de toucher un maximum de personnes. On a fait le tour de France en vélo avec Jean Daniel, qui est le cofondateur de Ciel Bleu avec moi. On a fait 3074 km pour aller rencontrer plein de partenaires, de bénéficiaires et surtout le trésor de Ciel Bleu, qui sont les salariés de notre organisation, qui sont des gens juste magiques à tout point de vue. Le début de Ciel Bleu, c'est simple, c'est une rencontre sur les bancs de la fac à Strasbourg avec Jean Daniel. La vie est faite de belles rencontres, ça a été une rencontre assez incroyable. Et comme disait Serge, on ne voulait pas aller dans l'éducation nationale, on voulait se servir de ce qu'on avait appris, l'activité physique, pour pouvoir accompagner des personnes en fragilité et aller au-delà de tout ce qu'on peut entendre, le sport santé, la finalité. C'est pas faire du sport, on s'en fout sur le principe. Ce qu'on propose, c'est une activité physique adaptée selon les envies, les capacités et les besoins des personnes. Et que cette activité soit accessible financièrement et géographiquement, c'est vraiment la mission de notre organisation.
On a commencé essentiellement en direction de personnes âgées plutôt dépendantes en maison de retraite, pour plein de raisons personnelles. Et on a eu la chance que le corps médical vienne nous rencontrer très très rapidement. C'est nos partenaires depuis 20 ans, heureusement qu'ils sont là, les médecins, et tous nos programmes sont construits avec eux. Et petit à petit, à travers de belles rencontres, à des demandes du corps médical, du corps paramédical, des associations de patients, associations de parents, Ciel Bleu a évolué en groupe associatif. Le principe, c'était de se dire, finalement, ce qui est génial et magique, c'est l'outil, l'activité physique adaptée, pas juste les bénéficiaires, les personnes à la retraite. Et donc, on a créé un parcours de vie, un parcours de prévention tout au long de la vie, avec un outil presque unique qui est l'activité physique adaptée, et une mission prioritaire, l'accessibilité financière, où dedans, vous avez des actions collectives en établissement pour des personnes à la retraite. On intervient sur 40% des maisons de retraite chaque semaine en France maintenant, mais aussi en direction de personnes en situation de handicap, et beaucoup pour des personnes atteintes de maladies chroniques, avec un principe assez simple, c'est de se dire que dans notre société, ce serait bien qu'une personne, par exemple, qui est atteinte de diabète de type 2 à 40 ans, qu'on arrête de lui dire que c'est une malade, une patiente. C'est d'abord une personne qui a une problématique de santé, mais c'est pas la fin. Et comment on peut l'accompagner avec une offre thérapeutique traditionnelle, une offre thérapeutique non médicamenteuse, comme commence à être reconnue l'activité physique. Et dans ce cadre-là, on a créé des partenariats avec le monde hospitalier et la médecine de ville pour créer des vrais parcours de vie pour les personnes atteintes d'Alzheimer, Parkinson, suite aux AVC, sclérose en plaques, VIH, surpoids, diabète, obésité. Et un des programmes phares qui a été monté avec l'Institut Curie ici, voilà, que vous connaissez tous. Et le principe, c'était comment, pour toutes les dames qui sortent de l'Institut Curie, il y a un bilan médical d'un fin de traitement. Maintenant, il y a un bilan physique individualisé et derrière, préconisation d'activité physique. Et l'objectif, c'est faire baisser le taux de récidive de 30 à 50%. Tout le monde le savait depuis 10 ans, mais pourquoi on ne le mettait pas en place opérationnellement à grande échelle? Il y a un certain nombre de lobbies dans notre pays qui permettent de rester dans le curatif pur. Et voilà, ça a été cet objectif. Et pourquoi une marque, le programme Active? Parce qu'on ne voulait pas que les oncologues et les chirurgiens disent à leurs patients d'une façon condescendante, allez faire un peu de sport, ça va vous faire du bien. Non, non, on voulait que ce soit un moment essentiel où la vie reprend la main sur la maladie. Et donc derrière, ça a permis de développer beaucoup d'autres programmes. Et donc voilà, vous avez une association qui est Ciel Bleu, c'est tout ce qui est collectif, en établissement, hors établissement. Une association qui est domicile, qui intervient au domicile des personnes. L'objectif, c'est pas parce qu'on a les premiers signes de handicap ou dépendance qu'on doit rester cloîtré chez soi, on doit continuer à prendre des risques parce que la prise de risque, c'est juste la vie et la liberté. Comment avec cet outil, on peut mettre un coup de pied aux fesses aux personnes en disant vous êtes encore capable de ressortir, de prendre des risques, de refaire une activité physique collective, que ce soit avec Ciel Bleu ou pas, on s'en fout, c'est pas le principe, c'est voilà, comment on ressort. Et vous avez aussi une entreprise qui est très important dans notre modèle économique parce que c'est une entreprise commerciale à 100%, qui appartient à 100% à notre association pour que tous les bénéfices remontent à notre structure pour travailler sur l'accessibilité financière et géographique, et qui intervient dans le monde du travail sur la prévention des troubles musculo-squelettiques, prévention des accidents de travail et amélioration de la qualité de vie au travail. Vous avez peut-être vu il y a quelques années, parce qu'on a perdu totalement la main au niveau communication, la mise en place d'échauffements sur des chantiers du BTP. Voilà, ça a été Ciel Bleu au travail, une rencontre assez incroyable avec un chef de chantier. Cette entreprise, par chance, c'était Bouygues qui a généralisé ça, et avec une baisse du taux d'accident de travail assez incroyable, divisé par 2, de plein pied, les arrêts maladie de près de 40%, et surtout, alors ils appellent les compagnons, un compagnon sur 3 a repris une activité physique hors de leur temps de travail, parce que c'est des métiers tellement difficiles, enfin c'est juste incroyable, mais ils ont vu que se bouger, prendre soin de soi, c'est important parce qu'ils vont vieillir et leur corps, il faut en prendre soin et c'est pas juste un outil de travail. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment les jambes de notre organisation. Il y a un peu plus de 600 salariés en France. Il y a plus de 130 000 bénéficiaires chaque semaine qui suivent nos activités un peu partout. Mais comme tout sportif, il faut un cœur physiologique, mais aussi un cœur parce qu'on y met les tripes. Et c'est pour ça que la Fondation Ciel Bleu a vu le jour il y a 3 ans pour protéger notre modèle de non-lucrativité, d'aventure collective et de bien commun, et qui lève des fonds en direction de personnes morales et personnes physiques pour financer les programmes d'innovation et de recherche. Je vous en parlerai après. Mais surtout pour trouver des nouvelles méthodologies pour toucher les personnes qu'on ne touche pas habituellement. Parce qu'on prône l'accessibilité financière, mais on n'est pas assez accessible financièrement. Et ceux qui en ont plus besoin sont souvent pas touchés par nos actions de prévention. Et donc, on a monté des partenariats avec les épiceries sociales et solidaires en France pour mettre en place des programmes bien manger, bien bouger pour des mamans isolées au RSA et des personnes âgées au minimum vieillesse.
On a voulu s'occuper de personnes de la rue, donc on est allé rencontrer le SAMU social et on accompagne des personnes de la rue avec notre outil. Et comme tu disais tout à l'heure, c'est un véritable outil pour prendre soin des gens. Mais en même temps, on a voulu aller dans un public qui est totalement exclu dans notre pays, qui est le milieu carcéral, et s'occuper uniquement des personnes âgées et personnes malades en prison, en individuel et en collectif, et avec des résultats juste incroyables. Enfin voilà, juste incroyables. Et donc voilà cette fondation. Reprends ton souffle. Oh non mais ça va, tranquille. Et comme tout sportif, après les jambes, le cœur, il fallait une tête. Alors même si on est des sportifs, on réfléchit aussi un petit peu. Et donc l'Institut Ciel Bleu a vu le jour l'an dernier. C'est une association avec une gouvernance très partagée, groupe associatif Ciel Bleu et le monde médical, et qui est là pour faire reconnaître l'activité physique comme une offre thérapeutique à part entière, et de se dire que cet outil qui est juste magique deviendra l'un des médicaments du XXe siècle, qu'on en soit convaincu ou pas, ce sera comme ça. Et à travers ça, ça nous permet de monter des programmes de recherche. Le premier programme de recherche qu'on a monté a pu être publié dans le BMJ avec l'INSERM en France, des partenaires assez incroyables. Il y en a un certain nombre en cours. C'est un incubateur pour trouver des nouvelles méthodologies qui peuvent aller du côté de Reims, des interventions avec des médecins et des cliniques pour les personnes 12 heures par semaine allongées sous dialyse, et comment on les mobilise pour garder un minimum de niveau de globules blancs pour éviter la fatigue et un certain nombre de choses, mais aussi un campus. Et un campus, c'est faire savoir notre savoir-faire, et pour devenir un organisme indépendant du monde de la santé privée, en gros les laboratoires, il ne faut pas vous embêter, de formation continue pour le corps médical, qui sera porté par un certain nombre de médecins chez nous et notre comité scientifique et social, et le directeur de notre institut qui est un médecin santé publique, voilà, pour la prescription d'activité physique, parce qu'on y croit, parce qu'on pense que c'est quelque chose voilà, juste essentiel, qui permet de créer de l'emploi local, qui permet de changer la vie des gens et de redonner le sourire. Le logo de Ciel Bleu, c'est le sourire, c'est la banane. Et en même temps, voilà, les médecins sont prêts, et voilà, et c'est des partenaires juste incroyables. Et quand tu parlais de l'accompagnement en général, les programmes qui sont en train de se développer chez nous sont toujours co-construits, c'est-à-dire on ne fait rien tout seul. Voilà, on travaille aussi bien avec une trentaine de mutuelles, tous les groupes de protection sociale. On est partenaire avec Corian depuis très longtemps, voilà, que ce soit quand il y avait Corian et Medica France, et maintenant ensemble. Et on nous fait des demandes parfois. Et l'an dernier, à la demande d'une entreprise, on a lancé un programme qui s'appelle la Maison de la Vie. Ce serait super que vous puissiez proposer au sein de Corian pour vos salariés. La Maison de la Vie, c'est tout simple, c'est de se dire, c'est des salariés qui sont venus nous voir en disant, on aimerait prendre soin de nos collègues qui sont en arrêt maladie suite à un cancer. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous, pour notre entreprise, c'était Michelin, et en même temps que vous pourrez offrir et proposer à tout le monde. On a lancé l'an dernier ces séjours Maison de la Vie. Donc vous imaginez, c'est des personnes qui sont en arrêt maladie ou pas, suite à un cancer. On les accueille pendant une semaine dans des lieux très très particuliers où il n'y a que des bonnes ondes. Ils font toutes les activités physiques qu'ils le souhaitent. Ils ont des ateliers de nutrition, mais pas les trucs 5 fruits et légumes, les trucs qu'on fait pas, chiant, hygiéniste, moralisateur. Non, avec des vrais cours de cuisine, avec des vrais chefs sur le plaisir, la beauté. Ils ont des ateliers d'écriture pour mettre des mots sur les mots. Et ils ont toute une partie corporelle qui va jusqu'à du théâtre pour se rapproprier son schéma corporel, parce que la première marraine de la Maison de la Vie est une sociétaire de la Comédie Française. Et donc il y a eu 6 séjours l'an dernier, il y en a eu 12 cette année, 25 l'année prochaine, 50 dans 2 ans, et on veut changer la donne dans ce cadre-là, voilà, sur le regard de personnes en fragilité, sur le cancer. La vie, elle ne va pas reprendre exactement pareil, mais elle va continuer de toute façon. Et quand vous avez des personnes qui vous disent j'ai envie de vivre de nouveau maintenant, c'est juste incroyable. Et on reviendra de toute façon sur un certain nombre de points, mais de se dire, partons de problématiques et de choses qu'on voit sur le terrain pour faire avancer la donne. Vous voyez, nous, on est parti d'une problématique. Malheureusement, dans les 20 ans, on a perdu plein d'amis salariés de Ciel Bleu, d'un certain nombre de maladies. Et donc, on s'est dit, il y a quelque chose à faire dans les soins palliatifs. Et ce mois-ci, on vient de lancer quelque chose. Le monde des soins palliatifs est un monde assez incroyable. Le secteur associatif, donc c'est l'économie sociale et solidaire, en général, n'est pas très solidaire entre eux. Mais le monde des soins palliatifs est vraiment un monde assez incroyable. Et donc, ils nous ont interrogés en nous disant, voilà, pour les jeunes gamins, il y a plein de choses. Pour les adultes et les personnes âgées, il y a des choses qui existent. Mais par contre, pour les adolescents et les jeunes adultes, il n'y a rien. Et donc, on a lancé des séjours qui s'appellent les séjours hors du temps. Le deuxième séjour est en ce moment, voilà, ça se passe en ce moment. C'est tout simplement, on écrit avec des ados, des jeunes adultes, où voilà, la fin va arriver parce qu'il n'y a plus rien. On écrit
une semaine avec eux, on construit avec leur famille, sans leur famille, avec leurs amis, sans leurs amis. Et pendant une semaine, on va remettre de la vie là où il y a soi-disant il n'y en a plus. On va écrire des belles histoires et c'est juste magique. Donc tout est possible quand on a les bons partenaires en face et qu'on a envie de changer la donne. Merci. S'il n'y a pas de la conviction, de la joie et voilà. Je peux dire témoigner que la notion de joie est toujours un petit peu au cœur, c'est-à-dire que c'est aussi se faire plaisir. Ça n'interdit pas, parce qu'on parle d'activité physique et tout ça, de bien se nourrir, par exemple, voire d'accompagner les nourritures. Et c'est aussi ça. C'est-à-dire que derrière ça, il n'y a pas de moralisation au sens hygiéniste du terme. C'est aussi du plaisir, c'est aussi se retrouver. C'est aussi ça qu'il y a derrière votre projet. L'idée aussi, c'est on est aussi dans des formes d'intergénération, parce que les plus de 600 acteurs, moniteurs, profs de sport, ainsi de suite, sont des gens généralement plus jeunes que les résidents, par exemple, de maisons de retraite, et ça contribue aussi à ce regard, différent. Et puis il faut rappeler, aujourd'hui, on peut le prouver. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui ont montré que, je prends un exemple tout bête, c'est la diminution des chutes. Eh bien, la diminution des chutes, ça se traduit économiquement. Il y avait un cabinet dont j'ai plus le nom en tête, anglo-saxon, qui avait fait une étude après votre activité, qui n'est pas du tout un cabinet porté par des gens qui seraient, je sais pas moi, anarchistes ou ultra-gauche ou quoi que ce soit. C'est des gens très très pragmatiques et très très réalistes qui allaient jusqu'à dire que, en développant ce type d'approche, ça serait pour l'État, ça serait 60 milliards d'euros d'économie. Donc au-delà de l'aspect majeur pour les êtres humains, c'est aussi une logique économique derrière, intéressante, d'autres allocations des ressources. Donc là aussi, c'est quelque chose, je crois, d'important. Juste pour finir, parce que tu as pris du temps, juste, quelle a été la réaction, et aujourd'hui, quid du soutien des autorités gouvernementales, par exemple? Tu gardes le sourire, s'il te plaît. Ouais, je vais rester poli. Comment dire, là, ils viennent d'arriver, donc on va leur laisser leur chance. Je sais pas, on a cru pendant à peu près 15 ans que l'avenue Duquesne, au ministère de la Santé, ils avaient des problèmes de poste, parce qu'ils ne nous ont pas répondu. Ce qui est marrant, c'est qu'on a créé des petites sœurs à l'étranger, en Belgique, en Irlande et en Espagne, des fondations et associations Ciel Bleu. Il y en a beaucoup d'autres qui vont voir le jour l'an prochain. Mais à chaque fois, là, dans ces pays, c'est co-construit soit avec, à l'époque, la ministre de la Santé, en Belgique. Les Belges sont des gens juste incroyables, pragmatiques, simples. Et dans les autres pays, avec les ministères de la Santé en tant que tels. Je sais pas, et je vais pas parler des pouvoirs publics, parce qu'on travaille super bien avec... où il y a à la CNAV et les CARSAT, c'est des partenaires juste incroyables. Les ARS, il y a des choses vraiment très chouettes qui se passent. Mais je pense que nos politiques ont vraiment un problème de vision. Parce que la prévention, c'est comme quand on investit dans une entreprise. C'est rentable à plein de niveaux, mais aussi, comme tu disais, économique. Il y a eu quand même pas mal d'études économiques sur Ciel Bleu. Mais c'est peut-être pas sur les 5 prochaines années. Voilà. Et c'est aussi un projet de société qu'on porte sur... nos sociétés seront jugées de la manière dont on se comporte avec les plus fragiles d'entre nous dans quelques années. Et je ne sais pas si on est au top pour l'instant. Et donc, voilà. Donc, on va voir comment ça va se passer. Ce qui nous a permis d'être très indépendants, de travailler avec qui on veut. Et si on n'a pas envie de travailler avec un partenaire parce qu'il ne correspond pas à nos valeurs, aux convictions, on ne le fait pas. Et ce n'est pas grave. Je crois qu'aussi, juste à garder, dans ces exemples-là, c'est aussi justement la société qui bouge. Vous, évidemment, il y a 20 ans quand vous décidez de faire ça, mais les gens aussi qui viennent nous voir. L'exemple de Michelin, par exemple. C'est-à-dire qu'à un moment donné, comme sur plein de sujets, on voit bien que les gens n'attendent pas tout de là-haut et les gens se motivent. Que ce soit des entreprises, on a un exemple avec Corian, que ce soit du tissu associatif, que ce soit parfois juste des personnes qui s'organisent comme ça ou des salariés dans telle ou telle entreprise. Ça montre bien combien ce pays France, contrairement souvent à ce qu'on dit, n'est pas juste amorphe à attendre, il est aussi en capacité de se mobiliser quand les gens y voient un lien, quand les gens y voient un intérêt, quand les gens ont envie comme ça. Et c'est plein de petits exemples. Celui de la maison de vie en est un, par exemple. Merci beaucoup, Jean-Michel. Après, il y aura un temps d'échange et tout ça. Et je vais demander au docteur Aquino de prendre la suite. Alors, docteur, c'est à la fois, c'est bien sûr le praticien, mais je voulais m'appuyer sur ce rapport d'il y a quelques années qui fait référence sur justement cette idée de anticiper pour une autonomie renforcée, qui était cette logique de dire on peut gagner en autonomie, il n'y a pas de fatalité, il n'y a pas d'éléments comme ça, et entre autres sur cet aspect d'activité physique. Donc comment vous faites le lien, comment vous avez fait le lien, ça me fait drôle de le vous voyez, mais voilà, comment vous avez fait le lien autour de tout ça. Je rappelle que le docteur Aquino est par ailleurs membre du conseil scientifique de la Fondation. Merci de me laisser la parole.
Alors, quelques commentaires sur la notion de prévention. J'arrive un peu vite. Du congrès de notre Société française de gériatrie et de gérontologie, la ministre que nous avions invitée a souligné l'intérêt qu'elle portait à la prévention en gérontologie. Si on fait une brève histoire de la gérontologie en France, on se rend compte qu'au début des années 2000, c'était manger-bouger, qu'il a fallu attendre 6 ou 7 ans pour y associer le lien social, et qu'il a fallu attendre la loi d'adaptation de la société au vieillissement pour qu'on s'intéresse à l'environnement. Donc une évolution des mentalités. Deuxièmement, une évolution scientifique, avec des démonstrations qui ont été faites, ou du moins des incitations à, s'appuyant sur des données scientifiques. Je cite 2 exemples. L'OMS, vieillir actif dans l'année 2000. En 2003, l'expertise collective de l'INSERM. Là, on avait une approche scientifique sur la mobilité. Et puis, la loi d'adaptation de la société au vieillissement qui fait un grand plaidoyer sur l'autonomie et non plus sur la dépendance. Et puis quand même, la loi de modernisation de santé qui, dans son article 144, je crois, est en train de développer, et c'est une avancée conséquente, la prescription par les médecins d'exercices physiques adaptés dans le cadre d'une ALD. Donc on voit qu'il y a une montée en puissance à différents niveaux, avec la grande question qui reste posée, comment on paye tout ça? Alors c'est là qu'il faut savoir être besogneux, inventif et utiliser des petits morceaux de ficelle. Première possibilité, la loi d'adaptation de la société au vieillissement crée les conférences départementales des financeurs qui disposent d'argent qu'ils n'arrivent pas à utiliser en totalité. La première année, en 2016, 60% des subsides sont repartis à la CNSA. Alors bien évidemment, c'était le début. Probablement que ceux qui animent les conférences n'étaient pas encore suffisamment habilités pour bien percevoir les besoins et apporter les réponses adaptées. Espérons qu'en 2017, le pourcentage sera au moins de 60%, mais je sais, pour siéger dans une conférence départementale des financeurs, que nous allons renvoyer à la CNSA des financements non utilisés. Or, par définition, activité physique adaptée ou activité physique et sportive, c'est du collectif, c'est de la prévention. Solliciter la conférence départementale des financeurs, il y a de l'argent et utiliser cet argent intelligemment. Deuxième piste qui se dégage, un certain nombre de mutuelles, d'assurances, n'hésitent pas à investir et à financer, notamment pour des pathologies cancéreuses qui sont stabilisées pour éviter les récidives, mais aussi dans d'autres pathologies, avec un financement de cette activité physique et sportive. Et puis l'exemple de Strasbourg est intéressant, mais vous êtes strasbourgeois, vous allez peut-être en parler. Ah non, non. Lui, il vient de Bordeaux. Mais vous voulez peut-être en parler ou j'en dis quelques mots. La démarche intéressante de la ville de Strasbourg et de sa municipalité, avec un CLS, un centre local de santé, a été de mettre à disposition des Strasbourgeois des activités physiques et sportives adaptées, avec une gratuité pendant 1 an, et ensuite le relais qui est pris par la personne, c'est ce qu'ils appellent une procédure passerelle, c'est-à-dire qu'on incite les personnes à tirer bénéfice d'une activité physique et sportive ou d'une activité adaptée, et après qu'on y a pris plaisir, de trouver par soi-même les moyens de compléter ce type d'activité. Alors cette notion de plaisir, j'y reviens non pas pour faire plaisir à notre président, mais simplement parce que je suis intimement convaincu que activité physique, on se doit de lever un certain nombre de réserves des usagers potentiels qui nous disent, surtout quand ils sont retraités, j'ai pas le temps, ou qui nous disent, oh ben non, je veux pas trop, en collectif, non, en individuel peut-être. Bien, quel est le discours pédagogique qu'on se doit de tenir? Premier point. Deuxième point, le comportement individuel. On a tout ce qu'on veut, par la presse, par les médias, par Internet. On sait ce qu'il convient de faire pour être mieux. Mais pourquoi ne le fait-on pas? Problème de comportement individuel. Alors, je ne vais pas faire un développement de psychosociologie appliquée au comportement individuel, mais il y a là, je dirais, une approche qui est fondamentale. À l'occasion du congrès là où j'étais à Paris, j'avais dans ma salle de bain un petit papier. Si vous acceptez de réutiliser la serviette, mettez-le sur le porte-serviette au lieu de le mettre par terre. Quand on met ce type de message, 30% des personnes suivent le conseil donné.
Mais si vous inscrivez à la place, et j'aurais dû le dire à la direction de l'hôtel, 30% de ceux qui vous ont précédé ont suivi ces conseils, eh bien votre score passe à 40%. Donc comment essayer d'imaginer dans notre approche pédagogique des personnes qui avancent en âge des stratégies qui vont permettre de toucher un plus grand nombre. Continuer à toucher ceux et celles qui sont largement investis, c'est bien, mais toucher ceux et celles qui sont restés sur le quai alors que le train est passé, c'est sûrement mieux, et c'est un véritable défi qui s'offre à nous. Donc, je parlais de plaisir. Le moyen de faire le lien entre la poursuite d'une activité physique et cet entretien de manière régulière, c'est d'arriver à susciter le plaisir de la personne pendant cette activité, qu'elle soit collective ou qu'elle soit individuelle. Donc, pour résumer très brièvement ce que je viens de dire, oui, on a progressé au niveau des pouvoirs publics, même si ce n'est pas parfait. Loi d'adaptation de la société au vieillissement, loi de modernisation de santé. Oui, les scientifiques ont fait des démonstrations. Oui, les entreprises s'impliquent. Il faut maintenant que nous motivions le plus largement possible les usagers. Merci. On est cette soirée est faite pour cela, donc c'est vrai que ça y contribue tout à fait. Puis on voit bien derrière, c'est aussi un comportement à la fois collectif et individuel. Là encore, d'y trouver son intérêt, de montrer tous ces enjeux. Et c'est vrai que les éléments tout simplement de pédagogie, d'exemplarité aussi, un tel le fait, puis aussi de laisser le choix. Il y a quelques mois maintenant, j'étais avec Stéphane Diagana, on était sur cet élément-là, de voilà, l'activité physique et tout ça. Puis il y a une question dans la salle, c'est mais quel sport il faut faire, ou quelle activité il faut faire. Donc Stéphane commence à expliquer telle ou telle chose et tout. Puis après, j'ai pris la parole en disant, vous savez, on fait aussi en fonction de son plaisir, puis aussi de soi. Par exemple, je n'ai pas choisi de m'investir énormément dans le basket. Voilà, c'était pas, voilà, je me suis dit, c'était pas ça que je devais faire. Chacun doit aussi trouver là où il peut être à l'aise, ainsi de suite. Parce que c'est aussi ça, c'est pas se mettre nécessairement en danger, se mettre nécessairement dans un problème de performance, c'est d'aller là où ça fait plaisir. Et là aussi, on peut rencontrer des personnes. Remarquez simplement la marche nordique. Il y a 10 ans, ça n'existait pas. Aujourd'hui, c'est partagé par énormément de monde. Au début, c'était uniquement des gens plutôt âgés, voire très âgés. Aujourd'hui, vous avez des personnes de la trentaine qui participent. Donc là aussi, on voit que les effets de mode, les effets d'entraînement, les effets d'échange peuvent aussi se développer. Alors maintenant, je me retourne vers Patrick Middleton, qui nous vient de Bordeaux, qui est médecin-chef à Corrian-les-Grands-Chênes, et qui, je voudrais que vous nous parliez d'une expérience qui a été portée et qui a été développée, qui est Sporian, et que vous nous dites comment ça marche et quels ont été les effets. Pareil, de manière extrêmement concrète. Bien, merci. Tout d'abord, je tiens à préciser que Sporian en est à ses débuts, donc on ne peut pas aujourd'hui tirer des enseignements de cette expérience. Mais cette expérience, en fait, elle est née de la loi de modernisation de la santé, et notamment de la loi Valérie Fournéron, qui a été la première ministre des Sports de François Hollande, et qui, de plus, est médecin du sport. Et c'est pour ça qu'elle a porté avec beaucoup de pugnacité ce projet, et qu'elle a réussi à faire voter cette loi. Qui pose le problème de son financement, on en est tous d'accord. Et donc, personnellement, je me suis donc intéressé à cette notion d'activité physique adaptée dans le domaine des soins pour plusieurs raisons. D'abord parce que je crois aux vertus de l'activité physique, et dans ma spécialité, puisque je suis médecin de rééducation, il est clair que les thérapies non médicamenteuses font là intégralement partie de la prise en charge de nos patients. La kinésithérapie, c'est pas du massage et on branche une lampe et puis le patient s'en va après, c'est mobiliser les articulations, c'est faire du renforcement musculaire, c'est faire des travaux de l'équilibre, donc ça fait complètement partie de mes gènes professionnels. Et puis le deuxième élément qui m'a paru fondamental, en tous les cas dans ma démarche, pour que ce type d'activité se développe dans les SSR, alors au Grand-Chêne, à Bordeaux, pour des raisons pratiques que j'expliquerai tout à l'heure, mais aussi chez Corrian, et c'est pour ça que j'ai appelé ce projet Sporian, il y a un petit clin d'œil, etc., c'est très drôle, c'est que dans la loi de Valérie Fournéron, en fait, c'est 4 types de professionnels qui peuvent intervenir. C'est bien évidemment les profs d'activité physique adaptée, ce sont également les kinésithérapeutes, les ergothérapeutes et les psychomotriciens. Il s'agit donc d'une
possibilité de prise en charge pluridisciplinaire et tous ces thérapeutes interviennent dans les SSR. Donc si je pense qu'il y a bien des structures qui doivent être le porte-drapeau de cette activité, ce sont les SSR qui peuvent finalement proposer une activité dédiée à cette activité, en sachant qu'on peut intervenir de différentes façons. Une première façon en créant des programmes d'activité, et on verra qu'on en a créé un particulièrement, même si ça sort un petit peu des maladies en ALD. Et puis surtout pour faire de l'éducation thérapeutique. Et là, je rejoins un petit peu ce qui a été dit tout à l'heure et l'expérience de Strasbourg. Alors, il se trouve que j'ai rencontré la première fois Ciel Bleu, moi, à Strasbourg, parce que j'étais en déplacement professionnel à Strasbourg. Il y avait une énorme animation la place de Strasbourg, je ne sais plus comment elle s'appelle, Kléber, voilà. Et j'ai rencontré les gens de Ciel Bleu à ce moment-là. Et donc, la deuxième chose en laquelle on peut intervenir, c'est faire de l'éducation thérapeutique. L'éducation thérapeutique, c'est très à la mode dans le milieu médical, mais je trouve que justement, avec le personnel qu'on a à notre disposition, les professionnels qu'on a à notre disposition dans nos SSR, on peut faire une vraie éducation thérapeutique, obtenir... Et nous, on le peut au Grand Chêne, c'est pour ça que ça facilite un peu les choses, un financement pour cette activité-là, avec bien évidemment à terme, finalement, une passerelle, comme vous l'avez dit, Monsieur Aquino, vers des structures qui malheureusement ne sont pas encore très développées, de prise en charge de cette activité physique adaptée, financée par les patients à l'heure actuelle, s'ils sont motivés. Voilà, donc ça c'est pour la philosophie du projet qu'on met en route actuellement, qui va démarrer. L'expérience, la deuxième expérience dont je voulais éventuellement vous faire part aujourd'hui, qui elle par contre a démarré en 2009, donc on commence à avoir quand même une certaine expérience et expertise de ce problème, c'est la prise en charge d'une maladie qui devient un petit peu à la mode aujourd'hui, qu'on voit beaucoup dans les revues, c'est la fibromyalgie. La fibromyalgie, c'est un long parcours pour les patients qui en sont atteints. Ce n'est pas encore reconnu, malheureusement, en maladie chronique et souvent, ils ne bénéficient de pas grand-chose. Toujours est-il que c'est une vraie souffrance. C'est une pathologie excessivement féminine, comme vous êtes sûrement nombreux à le savoir. Et une femme qui souffre, c'est terrible quand même. Donc, il fallait s'en occuper. Et donc, on a mis en place un projet en fait qui reprenait un petit peu la philosophie de ce qui se fait depuis déjà 20 ans dans les SSR, qui sont les stages de restauration fonctionnelle du rachis, haute forme de douleur chronique, donc avec tous ces programmes de reconditionnement du lombalgie chronique. Et bien nous, c'est un petit peu ce qu'on a voulu faire pour les patients fibromyalgiques, en collaboration avec des gens qui nous ont accueilli les bras ouverts, ce sont les centres antidouleurs, les services de rhumato ou de médecine interne de Bordeaux, qui nous ont accueillis et surtout nous avons adressé leurs patients pour qu'on les prenne en charge. Donc avec cette prise en charge pluridisciplinaire, avec de la kiné, de l'ergothérapie, avec de la relaxation par nos psychomotriciennes, une activité gestuelle également par ces patientes, un suivi psychologique, et puis dans un premier temps, donc quand même une prise en charge assez médicalisée, et intervention dans un deuxième temps, avec toujours cet objectif finalement de passerelle vers un monde entre guillemets normal, avec intervention dans un deuxième temps des profs d'APA qui venaient remplacer progressivement les kinés. Donc c'était ça un petit peu notre projet, en sachant qu'on a commencé par des prises en charge en hospitalisation de jour, qu'on a développé dans un deuxième temps pour l'été, parce qu'on cherche quand même à développer une activité estivale, parce que les chirurgiens et les médecins correspondants sont en vacances, donc on avait des possibilités d'accueil à cette période-là, des hospitalisations complètes. Et on a développé également depuis quelques temps ce qui va être finalement ce qui est l'exemple de ce qu'on veut mettre en place pour Sporian, c'est des activités le soir, puisque nos plateaux techniques sont fermés à 17h30. Ça nous donne quand même un laps de temps assez important pour utiliser ces plateaux. Et on fait des activités de groupe. Alors ça va du qigong médical à la balnéothérapie, à la relaxation, une activité de musculation, gymnase, voire même un peu d'activité cardio. Aujourd'hui, c'est le lundi et le mercredi pour nos patients fibromyalgiques et on voudrait développer ça pour certaines maladies de longue durée. On a ciblé 6.
l'obésité, le diabète, les hémophiles, parce qu'on a une activité de rééducation pour les patients hémophiles, donc on a un bon feedback du service hospitalier de Bordeaux, la rhumatisme inflammatoire, le syndrome dépressif hors troubles psychiatriques importants, et puis il y en a encore un ou deux que j'oublie, mais c'est pas très grave. Donc c'est ça le principe, donc ça va, c'est en cours de démarrage, et comme je vous dis tout à l'heure, on a la chance de pouvoir financer ça, parce qu'on a une particularité dans notre structure, c'est d'avoir 3 types de prix de prise en charge, une pour l'hospitalisation complète, une pour l'hôpital de jour et une pour des fameux soins externes qu'on avait un petit peu laissé tomber pour justement favoriser l'hôpital de jour pour des raisons que tout le monde comprendra. Et c'est finalement ce forfait de soins externes, il nous permet vraiment de mettre en place des prises en charge par petits groupes avec les professionnels qui peuvent intervenir dans le cadre de sport sur ordonnance. Et donc c'est pour ça que ça nous a permis de mettre ce projet en place. Alors on a dit tout à l'heure, il faut motiver les usagers, mais je dirais il faut aussi motiver les médecins généralistes. On peut l'applaudir et on espère que de très nombreux médecins généralistes nous écoutent. Parce que c'est vrai qu'il y a aussi... D'ailleurs, je rebondis là-dessus, il y avait aussi des représentations. Par exemple, j'étais il n'y a pas longtemps avec la Ligue par rapport à la sclérose en plaques, et une des personnes me disait, il y a 17 ans, quand c'était un sportif de haut niveau, quand sa sclérose s'est déclarée, on lui a dit, maintenant, il faut arrêter toute activité sportive. Et donc pour lui, ça a été une deuxième annonce, quoi. Non seulement il avait cette maladie, mais en plus, on lui disait, il ne faut plus faire de sport parce que ça réchauffe et donc ça accélère tout ça. Aujourd'hui, on dit que non. On dit qu'au contraire, on peut faire, évidemment, adapter, accompagner, ainsi de suite. Donc on voit bien aussi qu'il y a des représentations, il y a des connaissances, puis à un moment donné, on progresse par rapport à cela. Donc c'est aussi ça, c'est aussi d'informer, y compris les médecins, sur ce qui est possible, ce qui n'est pas possible, et ainsi de suite. Ouais, je crois qu'il faut vraiment sortir de cette idée sport-prévention. C'est certes, il y a le sport-prévention, mais là, aujourd'hui, il y a le sport-soin, le sport-traitement. Et ça doit être pris en charge. Que la sécurité sociale n'ait pas vocation de faire de la prévention, c'est une chose, ça fait partie des choses qui sont admises, connues, discutables. Hein, voilà. Mais bon, c'est un fait. Là, on est dans le traitement. On a parlé de l'efficacité en gériatrie par l'étude d'Audletti, puisque le docteur Aquino nous a également souligné. Bon, dans le cancer aussi, ça a été montré. Il n'y a pas très longtemps, on a parlé à la télé de sport et syndrome dépressif. Là, la sécurité sociale démarre une campagne sur sport et lombalgie. Je veux dire, aujourd'hui, c'est acquis que le sport est un soin. Donc, il faut le prendre en charge. Merci beaucoup. Alors, on va rester dans cette interrogation. Et je vais demander, il y a dans la salle le professeur Philippe Toumier, qui est un grand spécialiste, quelqu'un qui a beaucoup intervenu sur tous ces sujets-là, qui aujourd'hui est sur il est à l'hôpital Rothschild à Paris, il est sur un service de rééducation de neuro-orthopédie. Mais professeur, je voulais juste déjà vous dire tout bêtement, vous êtes d'accord avec ce qui a été dit ? 120%. Alors, s'il y avait, pour rajouter les 120%, le professeur a dit à 120%, mais on préfère l'entendre réellement. Oui, non, je souscris totalement. Je n'ai pas la pratique au quotidien de la spécificité gériatrique. Je m'occupe d'autres thématiques de handicap dans les maladies neuromusculaires, les myopathies, les neuropathies, pour lesquelles le discours, comme l'a souligné mon collègue, était le même. En effet, quand j'ai commencé mes études, quand nous avons commencé nos études à peu près à la même époque, le discours était, attention, en pathologie, vous risquez d'aggraver les choses. Et alors, je ne vais pas raconter mon histoire, mais j'ai ouvert une structure à l'hôpital Rothschild il y a 20 ans en partant de zéro, et je refusais que mes collaborateurs aillent se former ailleurs en disant on va procéder plutôt dans une réflexion dynamique et on va procéder par essai-erreur. Et on n'a pas fait beaucoup d'erreurs. On a globalement soumis à une idée de travail dynamique toutes les pathologies pour lesquelles, en effet, sclérose en plaques, myopathie, on nous disait surtout il ne faut pas aggraver les patients. Et sauf une ou deux situations où, en effet, on dit peut-être qu'on va un petit peu trop loin, mais les patients d'emblée étaient un petit peu réticents, la plupart du temps. Alors, on s'est heurté, en effet. Alors, tu parlais de l'information auprès du généraliste, oui, mais auprès du spécialiste, auprès des neurologues, auprès des rhumatologues. Il n'était pas classique du tout de préconiser. Alors, à l'époque, il n'y avait pas encore d'APA. On travaillait avec les kinésithérapeutes et on avait fait beaucoup d'éducation thérapeutique sans le dire non plus, ça n'existait pas encore, en disant aux patients, écoutez, allez dans la salle de gym et faites ça, ça, ça et ça.
Et d'ailleurs, il me semble me rappeler, alors c'est pas parce que je suis à côté d'un directeur d'établissement, mais une des thématiques qui nous a été... Un directeur d'établissement, il y a 20 ans, avait son fils qui était atteint d'une sclérose en plaques et qui avait été adressé dans le service de rééducation de référence. Il était revenu très déprimé en l'occurrence. Et son cadre kiné lui a dit « Moi, je ne sais pas rééduquer la CEP, on fait de l'orthopédie ici, on va faire un petit peu comme ça. » Et les patients ont été trouvés franchement améliorés sur un programme de redynamisation, travail dynamique, etc. Donc très clairement, on est passé dans ce cap-là et je suis très heureux de voir, et nous, il nous manque les outils, je suis dans le secteur public, très clairement, les outils pour les APA. Alors on en a un ponctuellement qui s'occupe de la balnéo chez nous, mais on a des problèmes, un, au sein de l'hospitalisation, déjà de fidéliser les professionnels, et deux, de trouver un relais un petit peu en aval. Donc j'ai tout noté concernant l'association Siège. J'ai regardé tout de suite sur Internet les connexions, donc je ne manquerai pas d'établir des connexions, parce que moi, mon propos, c'est d'aller un petit peu en aval. Alors, l'aval de la personne âgée, c'est le SSR, ça va être l'EHPAD. Nous, on a le problème du médico-social. Je suis correspondant pour un SAMSA, 2 maisons d'accueil spécialisées et un foyer où je vais passer 2 heures par mois. C'est tout ce que me permet mon activité actuelle. Il n'empêche que sur place, le relais avec des professionnels de rééducation et des professionnels de l'activité physique me paraît essentiel pour le maintien. Alors, c'est le problème du patient institutionnalisé, c'est quelquefois le problème du patient isolé à domicile. Alors, j'ai retenu qu'il y avait des prestations également possibles à domicile. Je ne peux qu'encourager cette thématique. Il y a un besoin monstrueux non assouvi. On met en avant un petit peu les pôles forts sur ce qui est le diabète, la cancérologie, la CEP. C'est la partie émergée de l'iceberg. Il y a encore, à mon avis, derrière des champs encore à aller. Et il faut aller chercher les patients où ils sont chez eux. Et ils n'ont pas du tout l'information d'une acceptabilité éventuellement de leur maladie vis-à-vis de ce genre de prise en charge. Il faut leur dire. Il va falloir aller un petit peu brutaliser tout le monde pour dire qu'il y a vraiment une solution. Et je suis tout à fait d'accord. On est dans le thérapeutique et qu'il est scandaleux qu'il n'y ait pas une prise en charge vu le bien et la prise en charge des comorbidités et qui s'avère très positive dans cette situation. Donc cette notion, on pourrait dire, qui résume un peu tout, qui est une notion de sport sur ordonnance. Absolument. Absolument. Alors, le gros problème, en effet, sport sur ordonnance, c'est après qui paye, quoi. On en est là. Mais à partir du moment où on reconnaît que c'est... en effet, alors, bon, il est écrit que la Sécu ne fait pas la prévention, sauf que quand on vaccine, c'est la prévention, c'est quand même remboursé. Et que je trouve que la démarche strasbourgeoise est extraordinaire. En effet, on vous offre la première année, et après, c'est à vous de voir. Et faites-vous votre idée, peut-être que ça vaudra le coup de vous investir vous-même. Mais ça, j'irai dans la prévention. Dans le thérapeutique, il est scandaleux qu'en effet, vis-à-vis de thérapies qui ne sont pas forcément validées mais remboursées, que les activités physiques qui font preuve de leur amélioration en termes de courbe de survie, c'est quand même un élément exceptionnel. Enfin, en cancérologie, maintenant, les choses sont admises. En diabétologie, moi, je fais régulièrement des évaluations parce que les patients viennent me voir au stade de troubles de la marche et de l'équilibre, sans savoir, 5 ans après, quand on a diagnostiqué le diabète, que le diabète peut être responsable de troubles de l'équilibre. Alors qu'il y a toutes les raisons pour penser qu'en effet, dès le diagnostic fait, il y a intérêt peut-être à prendre les choses en charge. Merci beaucoup, professeur. Je vais demander à ce qu'on vous prenne votre micro et qu'on le donne à Romain Scoll, qui est juste devant. C'est le... J'allais dire le beau gosse, mais c'est pas bien de dire des choses pareilles. Voilà. Merci Romain. Alors Romain, c'est une autre expérience et on trouvait que c'était intéressant qu'il y ait aussi une autre manière. Et donc j'aimerais qu'en quelques mots, vous nous racontiez à la fois votre parcours et puis justement ce que vous en avez, enfin vos différentes expériences. Et là aussi, d'ailleurs, on va toucher plusieurs mondes, le vieillissement, le cancer et ainsi de suite. Exactement. Donc bonsoir à toutes et à tous. Merci tout d'abord à Serge Guérin de me permettre de m'exprimer sur ce sujet qui me tient beaucoup à cœur de par ma formation initiale. Donc voilà, j'ai un master en sciences, technologies, santé, ainsi qu'un diplôme universitaire cancer nutrition. Donc j'ai été enseignant en activité physique adaptée dans un hôpital, également dans différents centres durant mes stages. Donc j'ai été en soins de suite et réadaptation. Donc là où on touche beaucoup de pathologies. J'y ai été également en centre de réadaptation cardiologique et pneumologique, donc là avec les patients atteints de BPCO, maladies cardiovasculaires. Et également, le plus gros de mon stage en master, avec mon DU cancer nutrition, j'ai été donc, à l'Institut du Sein à Belfort-Montbéliard, où j'ai été avec des patientes atteintes de cancer du sein spécialement, et j'ai fait une étude sur l'impact d'un programme d'activité physique adaptée auprès de patientes atteintes d'un cancer du sein, et on voit vraiment
un impact positif de l'activité physique adaptée sur plein de variantes telles que la qualité de vie, l'image corporelle. On sait qu'une patiente qui a atteint d'un cancer du sein, avec la chimiothérapie, le traitement qu'elle a, elle perd ses cheveux, les mammectomies, etc. Donc l'image corporelle de la femme est très atteinte. Donc c'est vrai que l'activité physique adaptée joue un rôle prépondérant là-dessus. Donc voilà. Je peux rajouter également que l'activité physique adaptée, il y a le mot adapté, vous parliez des mots tout à l'heure, et ce mot-là est très important parce que c'est nous qui allons nous adapter à la personne et non pas la personne qui s'adapte à nous. Ça, c'est très important, l'adaptabilité. Et nous avons une force en tant que professionnels APA, c'est le panel d'activités que nous avons. Un professionnel qui a une imagination débordante pourra proposer aux patients, aux résidents, donc dans les maisons de retraite. Donc j'ai oublié de parler des maisons de retraite. J'ai intervenu pendant 2 ans donc à l'hôpital Louis Jaillon à Saint-Cloud dans le Jura. Et c'est vrai que Madame Letty le disait tout à l'heure avec l'étude, ce sentiment de satisfaction, voilà, c'est ça qui est très important aussi, de véhiculer ça aux personnes. On n'a pas parlé également de l'handicap mental. Donc on parlait beaucoup de physique, mais le professionnel APA intervient également avec ce public-là, le mental. Donc voilà. Merci beaucoup Romain. Et je crois qu'il y a un des éléments aussi qu'on peut retenir, c'est il y a la personne, il y a une amélioration de sa situation, mais il y a aussi pour les personnels aussi une manière de se dire tiens, ce que je fais est aussi parfois plus utile ou fonctionne bien. Donc il y a aussi un plaisir, une reconnaissance là aussi des personnes qui sont au sein des établissements de soins, d'accompagnement, soit des personnes âgées ou que ce soit d'autres personnes en fragilité. Donc il ne faut pas oublier aussi cet élément-là qui contribue aussi à l'efficacité globale. D'ailleurs, vous 5 qui êtes intervenus, tous, il y avait aussi se faire plaisir, quoi. Ça vous fait aussi plaisir de le faire. On le fait pour les autres, mais on le fait aussi d'une certaine manière pour soi, parce qu'il y a un dommage positif collatéral. Il y a un avantage collatéral de pratiquer ce type d'activité, parce que soi-même, on se dit, tiens, j'ai contribué à améliorer la situation des personnes, et j'ai une relation aussi différente. Je crois que c'est important, Romain, en effet, d'insister sur cet élément-là. Il est 19h42, il est temps aussi de voir si, ici, là, dans la salle, autour de la centaine de personnes qui sont présentes, s'il y a des questions. Alors, il y en a une qui, comme ça, va faire de l'activité physique. Elle marche, elle avance et tout ça. C'est très important. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Là, juste devant. Bon, on va commencer alors. Peut-être plusieurs questions. D'abord, peut-être à Madame Letty. L'étude Leyden est extrêmement intéressante, mais c'est sur une population, on va dire, particulière, qui est la population des personnes vivant en unité de vie protégée. Est-ce que Corian ou le Gérontopole de Toulouse prévoit de faire une étude analogue dans la population, on va dire, plus générale, en particulier les personnes qui sont vraiment en perte d'autonomie, qui correspondent en fait au gros des résidents présents dans nos établissements? Alors, ce que je vous expliquais effectivement, c'est qu'on est vraiment dans le cadre d'une étude pilote et que la volonté et l'originalité de cette étude, c'était justement de traiter ce public très particulier des personnes âgées hébergées en unité spécifique, puisque aucune étude sur ce public-là n'avait été réalisée jusqu'à présent. Maintenant, je ne suis pas capable de vous dire aujourd'hui s'il y aura une seconde étape à cette étude, parce que ce n'est pas que de notre décision. Donc ça, c'est des choses qu'on pourra évoquer avec le Gérontopole de Toulouse, avec lesquels on est toujours très en lien. Mais effectivement, ça pourra faire l'objet d'une étude plus importante après. Je vais peut-être laisser Marianne Fourier, justement, qui est en lien avec le Gérontopole, en dire un peu plus. Non, juste dire qu'effectivement, on est en train d'essayer de renforcer les liens avec l'équipe du professeur Vélas. Donc les liens sont déjà forts, puisque le professeur Roland est notamment un des fidèles de la Fondation. Mais l'idée est plutôt d'aller, comme le disait Philippe Toumy, les gens sont à domicile. Donc l'idée, c'est d'avoir une démarche auprès des personnes âgées qui vivent encore chez elles et d'essayer d'évaluer leur fragilité
bien en amont, via les infirmières libérales qui passent chez ces personnes âgées et qui sont finalement les plus en mesure d'approcher ces personnes âgées et de pouvoir tirer la sonnette d'alarme dès que les premiers signes de fragilité commencent à émerger. Donc voilà, on voudrait s'inscrire avec le professeur Velas dans cette démarche-là. On a un réseau important autour du bassin toulousain avec 5 EHPAD et 3 cliniques SSR, et donc on espère pouvoir s'intégrer à cette démarche-là. Moi, c'est pas vraiment une question, mais ça ouvre des questions. C'est un petit témoignage complémentaire à tout ce qui a été dit, qui rejoint exactement ce que vous venez de dire. On a parlé de publics qui sont captifs dans des établissements. Aujourd'hui, le professeur Aquino a développé l'idée qu'il fallait que ça diffuse de manière beaucoup plus importante. Et donc, il faut une fluidité de cette question des activités physiques adaptées partout, je dirais. Et il y a un monde qui est essentiel, c'est l'aide à domicile. Et moi, je vais vous raconter en 2 minutes, je ne vais pas prendre longtemps, comment je suis passé aux activités physiques adaptées. Je suis Frédéric Brun, je suis président d'un organisme qui s'appelle Entraide à domicile, qui essaye d'être innovant. Il a créé un jardin partagé, il a créé un centre intergénérationnel. Il n'y a pas beaucoup de structures d'aide à domicile, pas médicales, qui ont fait ça. Et puis, il se trouve que... Je suis président bénévole, je suis inspecteur de l'agriculture, et dans mon établissement, j'étais en charge secrétaire général, j'ai créé un centre de culture physique adaptée avec une entreprise qui ressemble à Ciel Bleu, mais dans le monde du travail. Ça s'appelle Wellness Entreprise. C'est pas la performance, c'est le travail pour lutter contre la sédentarité. De là m'est venue l'idée que ça pouvait être utile, c'était en 2010, 2008, que ça pouvait être utile pour les personnes à domicile, les personnes âgées. Et avec cette entreprise, on a mené une étude équilibre et autonomie financée par la CNAV, qui était une étude rare, et on a constaté sur un certain nombre de patients à domicile qui suivaient des cours 1 fois par semaine, une chute, des questions de la chute, et donc une amélioration de toutes ces questions-là. Et on a continué, on a prolongé ça. Et aujourd'hui, on est allé vers la conférence des financeurs. Je le dis parce que c'est un modèle qu'il faut diffuser. On est allé vers la conférence des financeurs et on a dit, voilà, on a un centre intergénérationnel, on voudrait en faire un centre de ressources bien-être. Aidez-nous à financer des systèmes passerelles. Et un des systèmes passerelles qui nous intéresse, c'est que nos aides à domicile, qui sont les seules personnes qui rentrent à domicile, il n'y a même plus un vendeur d'encyclopédie qui rentre à domicile, vous ne faites plus rentrer personne à domicile. On a des millions, enfin des centaines de milliers d'aides à domicile qui rentrent au domicile, plus encore que les infirmières et tous ces gens-là qui viennent rapidement, épisodiquement, etc., que nos aides à domicile puissent participer à ces activités physiques adaptées, se familiariser avec ces questions, pas sous l'angle de l'ergonomie, de leur travail, les bons gestes, etc., mais sous l'angle de ce que ça apporte. Parce que souvent, en plus, elles ont des pathologies, des difficultés qui font que ça ressemble beaucoup, la gymnastique qu'elles font, à des gens qui ont 70, 75 ans. Enfin, disons qu'on est obligé. Donc, on a trouvé intéressant, on a obtenu un financement, et aujourd'hui, on lance un dispositif qui s'appuie fondamentalement sur les aides à domicile. On fait un partenariat avec Ciel Bleu parce que c'est vraiment l'idéal, c'est la structure formidable avec les compétences. Mais de l'autre côté, on fait appel à des volontaires du service civique de la Fédération Sport et Loisirs qui viennent faire ce travail d'aller à domicile, etc. On finance la formation, enfin la participation de nos aides à domicile à des activités physiques adaptées avec ou sans les personnes dont ils s'occupent. Et on prolonge évidemment à domicile. Je pense que tout ce monde, vous voyez, là, moi j'ai vécu une fluidité, j'ai découvert ça dans l'entreprise, je l'ai prolongé dans une association dont je m'occupais, et quelques années après cette étude Équilibre et Autonomie, est venue, avec les volontaires du service civique et la conférence des financeurs, la possibilité de faire un petit champ expérimental dans le 15e, etc. etc. Donc ce monde qui est un monde qui n'est pas captif d'une institution,
qui est très diffus. Je pense qu'on a les moyens, si on s'y met tous, de le toucher. Et tout ce qui se fait là dans la Fondation Corian et le travail de mise en évidence des bienfaits, etc., c'est pour les associations qui n'ont pas les moyens de se poser ces problèmes ni de les faire avancer. C'est absolument fondamental du point de vue de la qualité. Alors, pour parler aussi commerce, c'est un volet du commerce pour nous. C'est la qualité de notre... Pourquoi choisir notre association? Voilà. Bonsoir, donc j'ai une question. Je suis Unir Cambert-Rouget, étudiant à l'INSEC Paris. J'aurais aimé savoir, dans tout ce que vous nous avez dit, est-ce que vous avez développé ou allez développer des partenariats innovants avec les professionnels du sport, que ce soit des coachs sportifs ou même des universités, notamment dans l'université STAPS, qui sont très tournées également vers le vieillissement et la rééducation. Donc, est-ce que vous avez mettre en place des choses ou non? Voilà. Qui répond? Nous, déjà, bon, on va travailler avec les gens avec qui on travaille de manière régulière. Maintenant, il n'est pas exclu qu'on essaye de développer des partenariats, mais plus dans le cadre d'une éventuelle formation que dans le cadre de l'activité qu'on fait au quotidien. Ça, je pense que pour la formation, ça peut devenir très important. Merci beaucoup. Alors, avant, je crois qu'il y a encore une question, mais avant, on me dit qu'il y a une centaine de questions par Internet. Donc, on ne va pas prendre les 100, mais je vous propose déjà une première, qu'on regarde un petit peu. Normalement, elle doit apparaître sur l'écran. Voilà. Alors, Amélie, pourquoi avez-vous comparé l'activité physique à l'activité sociale? Bonne question. Allez, Jean-Michel. Sauf si vous insistez. Voilà. Alors, donc effectivement, il fallait effectivement ce que je disais, comparer l'activité physique avec un second groupe. C'était compliqué d'avoir un groupe qui ne faisait rien parce que voilà, il y a quand même des activités qui sont proposées en EHPAD. Et en plus, l'une des conditions en fait du protocole qui a été mise en place par le Gérontopole de Toulouse, c'est que l'on puisse voilà, comparer deux types d'activités différentes. Donc c'est pour ça qu'on est parti sur des activités sociales au sens large. Malgré tout, il y avait des activités différentes qui étaient proposées. Il y a des établissements qui avaient des activités musique, donc voilà, ils jouaient des instruments de musique. Il y avait de la chorale, il y avait de l'art plastique, enfin voilà, il y avait de la peinture, il y avait différentes choses qui étaient proposées. Donc c'est vraiment activité sociale au sens large, selon voilà, un protocole rigoureusement identique à l'organisation des séances d'activité physique. C'est les conditions scientifiques qui ont été posées par le Gérontopole. Merci beaucoup. Cela dit, on se permettra juste de dire que l'activité physique est une activité sociale. D'ailleurs, c'est très difficile de trouver des activités qui ne sont pas des activités sociales. Dès lors qu'il y a un lien avec l'autre, c'est de toute façon une problématique de lien social d'une manière ou d'une autre. Alors, on reste toujours sur l'étude. L'étude l'Éden présentée aujourd'hui présente les résultats au bout de 6 mois d'expérience. Pensez-vous que les résultats finaux montreront des différences? Allez, Aude. Alors, effectivement, on est en train de recevoir par petits bouts les résultats finaux. Donc, après l'arrêt des 6 mois d'intervention. Donc pour rejoindre tout ce qui a été dit jusqu'à présent, la tendance qui s'observe, c'est qu'effectivement, plus les gens ont adhéré au programme d'activité physique, donc qui dit adhésion, dit effectivement moment de plaisir partagé, eh bien, plus les effets sont bénéfiques pour ces personnes sur justement la réduction des troubles fonctionnels. Donc la tendance globale qui est de dire peu importe l'activité, du moment que les gens partagent un bon moment, eh bien, on n'observe pas de déclin sur les indicateurs qui ont proposés se confirment aussi. Mais voilà, plus on adhère à l'activité, finalement, plus les résultats sont positifs. Bah, il continue, oui, parce que de toute façon, effectivement, il y a toujours... Après, c'est sur des organisations qui sont un petit peu différentes et moins protocolisées,
Mais j'en profite pour rebondir sur justement ce que ça inspire aussi dans le groupe à travers la mise en place de clubs, ce qu'on va appeler des clubs, avec justement ce schéma-là, c'est-à-dire des groupes homogènes de résidents qui vont partager ensemble des moments conviviaux et positifs en fonction d'une liste d'activités, activités physiques, activités sociales, voilà, pour qu'ils fassent ensemble des activités qui leur font plaisir. Donc ça, c'est aussi ce que l'on va décliner dans l'ensemble de nos établissements. Merci beaucoup. Alors, Fondation Corian, l'activité physique adaptée, c'est surtout ajouter de la vie aux années et non pas des années à la vie. Merci Romain de ce formidable slogan. La dernière fois que je l'ai vu, c'était un candidat qui est devenu ensuite président de la République, qui avait débuté ça sur sa lettre aux seniors. Et alors, on va revenir peut-être à la salle. Est-ce qu'il y a encore Oui. une question devant et une question derrière où la personne a déjà le micro? Allez-y. Oui, bonsoir. Merci beaucoup Madame Letty pour cette belle étude. J'ai juste une question à vous poser au regard de... en fait, des personnes que vous avez recrutées. Quels étaient les critères de choix pour les recruter, pour les faire participer à cette étude? Alors, il fallait que ce soit des résidents qui sont hébergés en unité Alzheimer, voilà, qu'ils acceptent, qu'ils consentent à participer, parce que c'était effectivement l'un des critères. Et après, voilà, il y avait des critères de capacité physique, c'est-à-dire qu'ils puissent marcher sur une certaine distance. Voilà, il y a eu des tests d'aptitude physique quand même pour pouvoir les inclure dans l'étude. Et puis des capacités visuelles, auditives, voilà, qui permettent de suivre des consignes et puis de participer aux activités. C'était à peu près tout. Oui. Bonsoir, moi c'est juste savoir la méthode Sporian. Est-ce que ça sera mis en place dans tous les établissements coréens? Si ça dépendait de moi, ça serait fait déjà depuis hier. Ça ne dépend pas vraiment de moi, mais le projet initial, c'était ça. C'était vraiment de développer ce projet dans tous les centres de rééducation Corian, voire même d'avoir la possibilité d'intervenir dans des EHPAD, et puis même de, pourquoi pas, partir à l'étranger, puisque Corian n'est pas que franco-français. Mais peut-être Madame Boissard peut répondre à la question. Sophie Boissard, tout à l'heure, fera la conclusion et donc reviendra sur ce sujet. Est-ce qu'il y a d'autres... Alors, une question juste derrière toi. Voilà. Et après, on repassera au... Bonjour, donc moi je suis Anaïs André, je suis directrice d'un établissement Corian en Essonne. Il se trouve qu'aujourd'hui en région Île-de-France, au niveau de l'ARS, il y a un appel à projet justement pour intégrer des STAPS dans nos établissements. Et le groupe Corian se lance sur cet appel à projet en fonction des établissements et notamment de la mutualisation entre les établissements. Donc oui, il y a une première étape qui est lancée en tout cas en Île-de-France. Sur le reste, je ne sais pas puisque je ne connais pas toutes les régions. Voilà. Merci de cette information, Anaïs. Anaïs, par ailleurs, est une formidable enseignante dans le master. Et vous voyez combien elle s'engage. Elle vient le soir, elle vient en journée. Enfin, elle est exceptionnelle. Et elle a décidé en plus de se remettre à faire du sport. Il y avait une autre... Voilà. Oui, je voulais revenir un petit peu sur le débat qui s'est engagé entre, on va dire, praticiens, entre le gérontologue, le médecin rééducateur, le neurologue. Quand moi j'ai posé la question aux médecins traitants dans l'établissement, aux gériatres, etc., ils ont tous levé les bras au ciel, quelque part, en disant « Oh, le sport, mais vous savez, il y a la kiné, on fait déjà ça. » Donc, première incompréhension. Et donc, vous parliez de la motivation des médecins traitants, je pense qu'elle est fondamentale. Et justement, quand j'ai posé la question aux gériatres dans l'établissement, ils me disaient « Moi, j'aimerais bien que j'ai qu'il y ait des recommandations. » Donc justement, puisque vous êtes à la Société française de gérontologie, est-ce que, par exemple, la Société française de gérontologie, la Société française de médecine interne, la Société française des médecins rééducateurs pourraient prendre position, suggérer, justement prendre position en faveur du sport, de l'activité physique adaptée en tant que soin, en tant que thérapie non médicamenteuse, pour justement guider et favoriser cette prescription médicale qui
puissent ensuite être mises en place. Alors les recommandations existent, mais de manière beaucoup plus générale, sur l'exercice physique adapté, sur l'exercice physique et sportif. Ciblé sur le vieillissement, je vous signale l'excellent rapport du docteur Rivière, qui doit être, je crois, bordelais. Toulousain, vous avez raison, toulousain. On aura fait toute la France, de toute manière. Toute la France, et vous notez que ma géographie n'est pas tout à fait parfaite. Et qui, ce travail a servi notamment aux travaux de Madame Fourneron. Donc on a là un document qui est intéressant, mais à ma connaissance, il n'y a pas de recommandation aux autorités de santé, exercice physique adapté chez le sujet âgé. Mais ça peut être une piste à évoquer. Merci beaucoup. On va reprendre une question sur les réseaux sociaux. Alors, Aurélie Galin, peut-on envisager d'étendre cette prise en charge pluridisciplinaire pour un public de patients en EHPAD dans le cadre de l'hôpital de jour ou des soins externes? Alors, je réponds avec très volontiers, parce qu'on est en train de lancer une expérience justement qu'on a appelée HDJ EHPAD, décloisonner en fait le monde du soin de suite et réadaptation via donc ces HDJ de soins de suite et de réadaptation que nous avons maintenant pour idée de développer dans tous nos soins de suite et de réadaptation, hein, puisque l'idée c'est de faire de l'ambulatoire et de proposer à tous ces gens qui sont à domicile ou qui veulent retourner le plus vite possible chez eux de continuer à les suivre sur le long terme, hein. C'est un peu l'idée que vous avez, docteur, également sur la fibromyalgie, c'est-à-dire proposer des prises en charge perlées dans le temps et qui se déclinent pas seulement à un moment T, mais qui vont leur permettre d'avoir une réassurance régulière, hein, qui soit un peu itérative. Donc on a développé, on est en train de développer actuellement 2 tests, l'un à Marseille et l'autre en région parisienne, d'HDJ qui vont accueillir des résidents d'EHPAD. L'idée, c'est effectivement que certains résidents ont besoin d'avoir une réhabilitation, une prise en charge de rééducation qui peut être de la prévention de chute, qui peut être de l'éducation thérapeutique sur la diététique, les aspects donc alimentaires ou le soutien psychologique. Et l'idée, c'est de profiter de ces HDJ qui sont pour la population et pourquoi pas pour les résidents qui sont censés être à domicile, hein, en EHPAD, et de voir si on peut effectivement adapter nos programmes à cette population particulière de ces résidents en EHPAD. Ça va pas de soi, c'est pas des patients comme les autres, mais on est convaincus les uns les autres qu'on peut faire des programmes adaptés pour cette population-là. Merci beaucoup. Écoutez, on va s'arrêter. Je crois qu'on peut les applaudir tous les 3, tous les 5 et toutes les autres personnes qui sont intervenues. Merci encore à vous. On retiendra finalement une chose, au-delà du plaisir, au-delà du lien, c'est que l'activité physique, c'est de la prévention et c'est du soin. Et donc c'est aussi, et globalement, ça demande tout simplement à changer un petit peu ces représentations. Je vais demander maintenant à Sophie Boissard de bien vouloir me rejoindre et de venir conclure cette soirée. Puis même, elle doit même répondre à des questions très très précises. Après, vous verrez, hein, tous les deux. Voilà. Et merci encore. Merci beaucoup Serge. D'abord, je voudrais remercier nos 3 intervenants et bien sûr Aude-Letty pour la qualité de leur présentation et peut-être dire très simplement en conclusion ce que je dirais j'en retiens pour l'activité du groupe Corian, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de choses très, très intéressantes qui ont été proposées. Pour dire d'abord que pour nous, clairement, l'activité physique et sportive, alors vraiment je vais parler en profane et je vous prie d'ores et déjà de faire preuve d'indulgence, ça fait partie intégrante de la prise en charge que l'on propose, à la fois évidemment pour des personnes qui sont en EHPAD, avec évidemment un niveau de dépendance et un état de santé qui nécessite forcément des activités sportives adaptées, et c'est pour ça finalement qu'on s'est mis tout au bout de la chaîne en regardant des personnes vivant en unité de vie protégée avec l'étude l'Éden dont il a été question pour commencer. Mais nous sommes aussi convaincus, et là je voudrais rebondir sur ce qui a été dit, que en fait nos SSR et en fait le groupe Corian en France opère
74 cliniques de soins de suite de rééducation et cliniques spécialisées, dont en réalité beaucoup d'établissements qui sont des établissements polyvalents, gériatriques ou qui font aussi ou du locomoteur comme aux grandes chaînes. Et notre conviction aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on s'est vraiment fortement engagé dans tout ce qui est hospitalisation de jour, Marianne Fourier vient d'en parler, notre conviction aujourd'hui, c'est qu'il y a vraiment un rôle, une place importante à occuper dans la chaîne de soins pour les personnes vieillissantes à domicile pour prévenir et leur permettre d'aborder la période du très grand âge avec le meilleur capital santé et notamment le meilleur capital moteur et cognitif. Et aujourd'hui, toutes les études menées, il a été question évidemment à juste titre du Gérontopole de Toulouse, et c'est une des raisons pour lesquelles nous avons commencé à travailler de manière très structurée avec eux, toutes les études montrent, et c'est pour ça que le débat entre prévention ou soins aujourd'hui, de ce point de vue-là, me paraît presque un débat dépassé, comme en réalité aujourd'hui la maladie d'Alzheimer ne peut pas aujourd'hui être soignée de manière curative. En revanche, on sait de plus en plus, pas encore en tout cas, qu'on peut la prévenir et en retarder le déclenchement. Et donc tout ce que l'on peut faire à travers l'activité physique ou les activités adaptées, ça peut participer totalement de cette approche-là. Et c'est vraiment autour de cette philosophie et de ce parti pris aujourd'hui que l'on travaille. Et ça nous conduit aujourd'hui à méthodiquement essayer dans chacun de nos établissements de soins de suite qui ont d'une manière ou d'une autre une forte orientation gériatrique, âge moyen de nos patients c'est 80 ans, pour vous donner une idée, à mettre en place une proposition thérapeutique autour de l'hospitalisation de jour et qui comporte nécessairement une forte stimulation, évidemment d'activité physique, mais évidemment pas uniquement, ergo, enfin l'ensemble. Et je voudrais dire aussi, je reviens sur une autre question qui a été débattue, qui est finalement le sport sur ordonnance, pas sport sur ordonnance, kiné, pas kiné, bon. Moi, je pense qu'il ne faut surtout pas, sur cette approche-là, dont on a dit, à juste titre, qu'elle avait longtemps été complètement repoussée d'un revers de main en disant ça n'est pas une approche médicale et on ne la regarde pas. Je pense qu'il ne faut surtout pas la réenfermer dans une approche par type de professionnel. Et qu'il faut vraiment conserver une approche pluridisciplinaire en s'appuyant sur finalement l'ensemble d'une équipe de soins qui est capable de porter cette approche et de proposer un ensemble d'activités qui vont stimuler et maintenir ce que tu dis, Serge, maintenir finalement un protocole adapté à ce que chacun a envie ou est en capacité de faire à un instant donné. Et quand on regarde, nous, notre propre réseau, aujourd'hui, on faisait rapidement le calcul en prenant aussi tous les professionnels libéraux qui travaillent régulièrement avec nous, les kinés, les ergos, aussi les éducateurs sportifs, puisqu'on en emploie également. Aujourd'hui, on a une communauté à travers les établissements Corian et pas des cliniques d'au moins 5000 professionnels de santé, soignants, qui ont une approche tout à fait adaptée à des patients âgés ou à des personnes qui présentent ce type de besoin. Donc c'est vraiment autour de ça que l'on construit. Et je dirais que tout ce qui a été dit aujourd'hui, ce que vous avez dit, et c'est vrai que par ailleurs, c'est un dernier élément sur lequel je reviendrai, je n'avais pas conscience que Ciel Bleu pouvait peut-être aussi nous aider à apporter des réponses pour nos soignants et nos propres équipes. J'y reviendrai en conclusion. En tout cas, tout ce que vous avez dit les uns les autres, est vraiment, on va s'en servir pour continuer à tirer notre projet thérapeutique, ce qu'on appelle en fait Positive Care, qui est comment on arrive à accompagner l'ensemble chaque personne qui s'adresse à nous au maximum de ses besoins et à l'aider d'une certaine manière à rester avec le meilleur... les meilleures facultés possibles pour avoir un projet de vie et une qualité de vie la meilleure possible, en tout cas la plus conforme à ses aspirations et à ce qu'elle peut faire jusqu'au bout. Dernier élément, effectivement, je pense qu'il faut aussi qu'on s'occupe de nos soignants. Je dis, c'est une banalité, tout le monde le sait. Mais c'est vrai qu'en vous entendant ce qui s'est fait chez Bouygues, j'entendais ce qui peut se faire aussi dans certaines collectivités en direction de publics quand même, par exemple des éboueurs, qui ont des métiers qui sont très fatigants physiquement et qui ont du coup une accidentologie ou un taux d'absentéisme très élevé. Je me demande s'il ne faudrait pas qu'on
qu'on se réinterroge, justement en prenant appui sur l'ensemble des intervenants que nous avons dans nos établissements, dans nos murs, sur la manière d'aider nos propres soignants, cordonniers souvent le plus mal chaussés, finalement à utiliser l'activité physique aussi et sportive pour, je dirais, peut-être aborder de manière différente et peut-être plus saine, et en tout cas avec des meilleures postures, une activité de soignant au jour le jour. Donc ça, c'est quelque chose, en vous entendant, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait dans des univers hospitaliers ou en tout cas des communautés de soins, mais c'est quelque chose que j'aimerais bien auquel j'aimerais bien qu'on réfléchisse. Et je pense que les CARSAT seraient les premières à nous soutenir dans cette perspective. Voilà, donc très inspirant, encore une fois. Merci beaucoup vraiment pour l'ensemble de ces contributions et témoignages. Et puis avant de vous inviter à prendre le traditionnel petit verre là autour de cet endroit très sympathique, je voudrais d'ores et déjà vous inviter au prochain plateau. Alors c'est le 8 février, c'est ça. Donc on va enjamber les fêtes, voilà. Et ce sera cette fois-ci pour débattre avec vous à partir d'une étude très intéressante et je dirais très interpellante que nous avons fait avec Marie de Henzel sur la fin de vie dans les maisons de retraite médicalisées et sur les rituels de la fin de vie, sur une question qui est très souvent escamotée alors qu'elle est en réalité absolument essentielle par construction. Et cette étude est extrêmement intéressante sur je dirais la diversité à la fois des pratiques, le ressenti des familles, des soignants, et l'importance d'arriver à prendre en compte et à dire le deuil et les adieux, y compris dans des établissements d'hébergement de personnes âgées dépendantes. Donc voilà, je ne vous en dis pas plus, mais ce sera donc le thème de notre débat du 8 février. C'est bien cela, Serge. Voilà, merci beaucoup à tous.